Bonsoir, madame, messieurs, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro Table ronde. L'actualité en République démocratique du Congo est dominée à ces jours par le discours de la sous-secrétaire d'État américaine en visite à Kinshasa, Sarah Sewal, c'est d'elle qu'il s'agit, pense qu'un forum inclusif devrait regrouper les gouvernements, l'opposition et la société civile. Les participants auront l'obligation de résoudre le défi à surmonter avant le mois de novembre 2016 afin d'organiser les élections crédibles en République démocratique du Congo, le pays de Joseph Kabila. Alors, quels sont ces défis? Comment les relever par la voie d'un dialogue ou d'un forum inclusif? Et donc, pour discuter de ces questions, nous recevons ce soir, avec plaisir d'ailleurs, parce que quand il s'agit de recevoir de nouvelles figures dans cette émission, on le fait avec beaucoup de plaisir, Maître Kalele Malobo Camille Richard. Il est secrétaire général du Parti travailliste. Monsieur Kalele Malobo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir John, merci pour l'invitation. Je rappelle aussi que vous êtes membre de l'opposition nationaliste et de la nouvelle classe politique et sociale. C'est ça. À votre gauche, nous recevons aussi, après un long moment d'absence sur ce plateau, l'honorable député provincial coopté de l'ex-province du Bandundu, Chief Mpaka. Il est président national de l'ordre divin de l'autorité traditionnelle. Bonsoir, Chief Mpaka, et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je rappelle en passant aussi que vous êtes juriste et expert en finances publiques. Exact. Et la majorité présidentielle ce soir, elle va être représentée par le disponible, l'honorable Dieudonné Mwenze. Il est membre du Conseil national du PPRD. Il est aussi communicateur de la majorité présidentielle. Honorable, merci pour votre disponibilité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur John. Nous discutons effectivement de ce discours qui va ouvrir la brèche à beaucoup de questions d'actualité. La sous-secrétaire d'État américaine chargée de la société civile, des droits de l'homme, elle porte beaucoup de charges sur ses épaules. Elle est en visite à Kinshasa et elle a tenu un discours, ce discours qui s'adresse directement à la classe politique, surtout qui met l'accent particulier quant au processus électoral. La première question, elle concerne tout le monde. Sommes-nous d'accord avec cette proposition des États-Unis à travers sa sous-secrétaire d'État, Sarah Sewal, sur la tenue urgente d'un forum inclusif, selon elle, pour débloquer les processus électoraux en RDC. Maître Camille Richard. Ok, merci John pour la question. Ça ne fait que confirmer la position du Parti travailliste et de l'opposition nationaliste. Depuis plusieurs années, nous ne faisons que appeler à la conscience de toute la classe politique, de la communauté internationale, mais aussi de l'opinion nationale, pour montrer la nécessité d'aller dialoguer, car comme vous savez, rien ne marche dans les pays depuis les 2 mandats du pouvoir en place. Vous savez qu'il y a toujours des problèmes, il y a pas mal de questions qui nécessitent un dialogue franc entre Congolais. Alors, la sous-secrétaire qui vient évoquer cela, vous savez, dans le principe de l'opposition nationaliste, nous ne sommes pas souvent intéressés par la mégestion, l'ingérence, je voulais dire, de la communauté internationale. Mais quand il s'agit des questions d'un État qui ne respecte pas certains principes de droits de l'homme... Là, vous fermez les yeux. Vous savez que là, on ferme les yeux, non, mais il y a les principes des traités entre États qui permettent aux États membres de pouvoir s'ingérer dans les affaires de notre État. J'ai une question pour vous, je vais vous répondre tout à l'heure parce que la secrétaire d'État, il vient représenter un État et non, je crois, une structure qui nous lie à travers une convention. La majorité présidentielle, représentée ce soir, comment elle réagit à ces discours, à cette proposition des États-Unis qui voudrait que l'on puisse aller urgemment à un forum, mais plutôt inclusif, pour débloquer le processus électoral. Monsieur John, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les propos de Madame Sarah Sewal, la sous-secrétaire d'État américaine chargée de la société civile et de la démocratie.
nous avons compris personnellement, chez nous à la majorité présidentielle, que la sous-secrétaire d'État américaine venait enfoncer une porte déjà grandement ouverte, puisque vous vous rappelez que depuis le mois de juin, la majorité présidentielle, sous l'initiative et l'impulsion du président de la République, Joseph Kabila, et même sous son initiative, il avait déjà commencé les consultations avec toutes les forces vives de la nation au mois de juin, déjà, pour réellement aboutir à un dialogue politique et inclusif. 5 mois après, on ne connaît plus la suite. Non, je crois qu'il faut toujours éviter ce que lui-même dit, toujours la précipitation. Hein, c'est vrai qu'il y a urgence, puisque, comme je l'ai entendu de mon co-débatteur, le processus démocratique est totalement grippé, s'il faut le dire comme ça, totalement bloqué. Oui, nous sommes d'accord, puisque aucun calendrier n'existe, aucun calendrier n'est respecté. Nous l'avons déjà dit à maintes reprises. Le 6 octobre dernier, nous devions avoir l'élection de gouverneur et vice-gouverneur. Nous n'en avons pas eu. Le 24 septembre dernier, ça devait être le début de la campagne des élections provinciales. Ça n'a pas eu lieu. On ne connaît même pas la liste définitive des candidats des députés provinciaux. Et le 25, ça sera bientôt, je crois le dimanche prochain, nous devrions avoir le scrutin des députés provinciaux. Tout ça, on met ça dans votre passif. Hein, non, il y a ceci. Je crois qu'il faut préciser. Non, il ne faut pas parler directement du financement de la CENI, puisque j'ai des courriers là-dessus, on peut y revenir. Je crois que ça fera l'objet de notre débat. Mais je peux simplement dire que les propos de Mme Sarah Sewal sont les bienvenus chez nous, à la majorité présidentielle, et nous croyons que l'appel doit être maintenu pour que réellement nous puissions avoir cette fois-ci un forum qu'on peut appeler dialogue politique, mais qui sera réellement inclusif, et que tous les enfants du Congo, toutes les filles et tous les fils de ce Congo, qui sont réellement épris de paix et qui veulent voir ce Congo évoluer, puissent participer à ce dialogue et qu'on se parle normalement pour débloquer le processus. Dans la présentation, j'ai rappelé que vous représentez ce soir l'autorité traditionnelle, parce que vous en êtes président national de l'ordre divin de l'autorité traditionnelle. Est-ce que cette proposition des États-Unis est aussi la bienvenue au pouvoir, les détenteurs du pouvoir coutumier traditionnel? Merci. Monsieur le journaliste, je veux tout simplement rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale que je l'avais déclaré depuis très longtemps, publiquement, qu'au Congo, tout était bloqué. Toutes les institutions étaient bloquées. Tous les services savent ça. Les institutions de la République bloquées. Assemblée nationale bloquée. Gouvernement bloqué. CENI bloqué. Cours et tribunaux bloqués. Je l'avais dit ici. Ailleurs, partout. Mais l'honorable Mwenda a parlé seulement du processus électoral et il a démontré attendez, le blocage, c'est situé à quel niveau. Vous devez vous expliquer aussi. Je vais vous expliquer. Le blocage, j'avais dit parce que le président de la République avait convoqué les concertations nationales et il avait promis un gouvernement. Le gouvernement est venu après plus d'une année, si pas 10 mois. À ce moment-là, la situation était bloquée. Bon, voilà, c'est la première explication. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vous avais dit ici qu'au Congo, la pyramide était renversée. Le peuple qui se trouvait en bas, gros, on a renversé la pyramide. C'est maintenant le sommet qui est devenu grand avec les tenants de pouvoir, les politiciens, les ministres, tout le monde, le peuple maigre. Et j'avais dit aussi, je dis maintenant, là ce que je dis ici, je ne l'ai jamais dit. Je dis au Congo, il y a l'absence de l'État. Le président de la République n'est pas représenté quelque part. Je vous dis pourquoi. Quelque part où, précisément? Partout, quelque part, je dis quelque part parce qu'il y a 21 provinces. Et il n'est resté que combien? 4, je pense, hein, si j'ai une bonne mémoire. Les provinces démembrées. Vous savez que dans le temps, le président de la République était représenté par le gouverneur de province. Mais au moment où je vous parle, dans les provinces démembrées, il n'y a pas de gouverneur. On va nommer des commissaires spéciaux en temps arrivé. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Non, ne m'embrouillez pas. Est-ce que cette proposition est aussi la bienvenue chez vous? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Mais c'est pour cela que ça vient à pic.
Ça vient à pic. Moi, je vous donne tous ces détails-là. Vous ne voyez pas que cette proportion vient à pic parce que vous êtes incapable de remédier à certaines situations. Je dis que le président public n'est pas représenté dans le Kwilu. Il n'y a pas de président public, il n'y a pas de représentant de président public au niveau du district. Non, non. Laissez-moi, monsieur le journaliste. Il reste 30 secondes. Laissez-moi, monsieur le journaliste. Je dis que chez moi, dans la province du Kwilu, le président de la République n'est pas représenté. Parce qu'il n'y a pas de gouverneur. Le président de la République, son représentant titré légal, c'est le gouverneur. Il n'y en a pas. Et puis, dans le temps, c'était le conseil du district. Au moment où je parle, il n'y a pas de conseil du district. À ce niveau-là aussi, le président de la République n'est pas représenté. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un vide partout. On a compris, mais la proposition, c'est la bienvenue? Oui, je dis, c'est pour venir remédier. Mais est-ce que c'est de l'ingérence? C'est que Sarah Sewal a fait, ou les États-Unis ont fait à travers sa sous-secrétaire. Est-ce qu'on peut parler de l'ingérence, surtout pour l'opposition nationaliste qui a toujours décrié cette politique occidentale dans les affaires internes du Congo? Ok, John, pour le cas d'espèce, on ne parlera pas d'une ingérence parce que vous êtes avec nous ici à Kinshasa, vous suivez certainement de très près ce qui se passe au Congo-Brazza. Nous sommes très proches du Congo-Brazza. Vous vivez ce qui se passe alors qu'ils sont pas nombreux comme nous. Alors, puisqu'il s'agit d'une affaire, d'un problème, d'une question qui est pressentie chez nous, au risque de les vivre, moi je ne vois pas pourquoi nous pouvons mettre de côté la position des États-Unis annoncée aujourd'hui par sa sous-secrétaire d'État. Donc il est nécessaire de pouvoir aller dialoguer. Elle a parlé des forums. Oui, c'est toujours pour aller mettre des gens autour d'une table de négociation. Donc on ne voit pas les mal dans tout ça. Ce qui est mauvais et ce que nous ne soutenons pas, c'est de les voir venir chercher à nous accompagner également. Nous sommes assez matures. Ces pays ont des têtes très bien faites qui peuvent facilement diriger ces assises, c'est parler entre Congolais afin de pouvoir trouver solution à nos problèmes. Pour ça, nous ne sommes pas d'accord. Mais si les compatriotes qui doivent venir au dialogue, parce que nous, au niveau de l'opposition nationaliste, nous tenons à ce que les dialogues soient inclusifs, qu'il y ait tous les compatriotes, tous les partis politiques puissent être représentés, pourvu qu'au sortir de ces dialogues, que nous puissions trouver des solutions pouvant éviter les chaos à notre pays. Donc si cela est nécessaire, donc nous allons nous plier à ça. Elle n'a pas dit, je vous accorde 30 secondes, elle n'a pas dit qui va prendre l'initiative de convoquer ces forums. Est-ce qu'on peut donner la responsabilité au chef de l'État de convoquer ces forums? Naturellement, c'est le président Kabila qui doit convoquer, parce que c'est lui qui est actuellement au sommet de l'État. Est-ce de l'ingérence? Et puis qui doit convoquer ces dialogues? Parce que la sous-secrétaire d'État ne l'a pas signifié dans son discours. Monsieur John, laissez-moi d'abord ouvrir une parenthèse que je vais refermer tout de suite par rapport aux propos de l'honorable chef coutumier. Je crois que c'est un peu grave de confirmer que toutes les institutions sont bloquées. Je ne pense pas comme ça pour ma part. Je crois qu'il y a des institutions qui fonctionnent bien et que l'institution CENI, Commission électorale nationale indépendante, connaît réellement de problèmes dans son fonctionnement. Là, du moins, nous sommes unanimes et nous le reconnaissons. Je comprends peut-être la passion avec laquelle il s'exprime, puisque je l'entends parler de Kwilu, son terroir, et qu'il constate que dans le Kwilu, le gouverneur n'existe pas, du moins à ce temps actuel, après le démembrement qui a eu lieu dernièrement. C'est une passion justifiée. Je crois que c'est le souci de voir le pouvoir du chef de l'État être représenté dans sa province, mais ce n'est pas pour autant qu'il doit continuer à confirmer que toutes les institutions sont bloquées, y compris des institutions comme le gouvernement de la République, le retard dans la nomination des commissaires spéciaux, ça vient toujours pas. Parmi les inquiétudes aussi. Vous savez, je crois que le conseil avait été déjà donné, et même avec des injonctions par la Cour constitutionnelle. Le gouvernement a travaillé sur ces documents. Nous avions suivi tous son compte rendu après le conseil de ministres et que les documents se trouveraient à la présidente de la République. Et comme vous le savez, le président de la République, ce n'est pas celui qui agit puisque le gouvernement a transmis un document. Je crois qu'il a ses services, il réfléchit sur le plan technique et sur le plan politique pour savoir prendre des mesures qui ne puissent pas être contestées, mais qui puissent aussi enchanter toutes les parties. Donc vous comprenez que ça c'était une parenthèse, je la ferme. Les institutions fonctionnent, elles ne sont pas bloquées. Je crois que mon co-débatteur s'est
met d'accord avec moi sur ce point de vue. L'ingérence de Madame Sarah Sewal, je crois que ce n'est pas de l'ingérence. Nous l'avons toujours dit que nous sommes dans les concerts de la nation, nous sommes ouverts à tout le monde, et surtout dans ce temps de la globalisation, de la mondialisation. Le Congo a besoin de conseils. Je crois que des conseils comme ça qui viennent d'une sous-secrétaire d'État américaine, je crois que ce sont des conseils bienvenus. Nous ne pouvons pas prétendre qu'il s'agit d'une quelconque ingérence. Non, je crois que ce sont des bons conseils. Ça dépend de la manière dont on donne ces conseils-là. Ça dépend de la manière dont on se comporte vis-à-vis d'un État souverain. Mais du moins jusqu'à ce niveau. J'ai entendu, je termine s'il vous plaît. Oui, je vais y arriver. Je termine en disant ceci, que j'ai entendu les propos de Madame Sarah, que ce soit pour la République démocratique du Congo, que ce soit pour le Congo-Brazzaville d'en face. Et je crois que c'est une dame qui s'est montrée responsable, qui a voulu réellement appeler toutes les parties au dialogue, que ce soit chez nous ou au Congo-Brazzaville. C'est lui qui doit initier, c'est lui qui doit convoquer le dialogue. Je crois que c'est celui qui a initié. Aujourd'hui, ici, le chef de l'État, depuis juin, je vous l'ai dit, d'entrée de jeu, que c'est lui qui a initié ce dialogue politique. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est lui qui a initié après les consultations. Lui-même sait comment il va y arriver, puisqu'il est l'initiateur de ce dialogue et il connaît les tenants et les aboutissants. Le jour viendra où il devra convoquer ce dialogue pour que tous les fils de ce pays et toutes les filles se retrouvent. Je ne sais pas que vous avez la même question. Vous êtes d'accord avec les autres, ce n'est pas de l'ingérence et c'est aussi le chef qui doit convoquer ces forums. Avant de répondre à votre question, monsieur le journaliste, je n'ai pas parlé tout simplement de ma province, du culot, parce que ce n'est pas le culot tout simplement qui a été démembré, ce n'est pas le Bandou tout simplement qui a été démembré. Mon co-débatteur connaît combien de provinces qui n'ont pas de gouverneur. Le dysfonctionnement des institutions. Mon co-débatteur connaît qu'il y a eu dernièrement des démissions en cascade, même au sein. Ça a été résolu à la minute. À l'Assemblée, on a voté. Attendez. Le gouvernement, on a remplacé. Avant ça, il y a eu, le résultat était là. À la CENI, on attend le résultat des confessions religieuses. C'est pour cela que je vous dis, c'est pour cela que je dis, il y avait blocage, c'est pour cela qu'on tente maintenant de débloquer. En ce qui concerne la convocation, celui qui doit convoquer le dialogue, mes chers frères, ce pays a une histoire. Ce pays a une histoire, pas même il a beaucoup d'histoire. Mais la conférence nationale qui avait rassemblé tous les fils et filles de ce pays, ça a été bloqué. Que le gouvernement, que le gouvernement, que le président de la République réouvre tout simplement la conférence nationale. Parce que tout était traité là-bas. Cette conférence est restée en veilleuse. Voyons ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été traité pendant la conférence nationale et terminons l'histoire. Au lieu de vous voyez quelqu'un qui a quitté Kassai pour aller au Bas-Congo, mais qui arrive à Kimpese. Vous vous dites rentrons encore au Kassai pour reprendre la marche. Ah non. Terminons tout simplement la petite distance qui reste. Voilà. Donc vous êtes d'accord que c'est le chef qui va convoquer, comme les autres. C'est-à-dire qu'il convoque pour qu'on revoie les dispositions de la conférence. C'est que la conférence nationale n'a pas je reviens dans les discours. Je prends un extrait de ces discours pour que je vous donne le temps aussi de réagir. C'est la sous-secrétaire d'État qui parle. Le peuple congolais exige beaucoup de son gouvernement. Ça, c'est elle qui parle. Il demande des scrutins crédibles et un transfert pacifique du pouvoir. Il demande de la sécurité. Il demande de la justice et à être protégé des violences. Mais le peuple congolais ne demande qu'en vérité qu'une chose très simple, très humaine, réellement universelle, le droit de forger son propre avenir. On a comme l'impression que c'est la porte-parole carrément du peuple congolais. On se pose des questions. Quelle démarche avait-il initié pour parler du peuple congolais, parler au nom du peuple congolais? Est-ce que ça ne gêne pas la classe politique quand une Américaine doit venir vous rappeler les besoins du peuple congolais que vous êtes censé diriger ou gérer? La classe politique, elle est représentée ce soir. Est-ce que ça ne vous gêne pas? Je commence par l'opposition nationaliste.
Bon, écoutez, John, s'il faut considérer tout ce que la sous-secrétaire a parlé, tout ce qu'elle a eu à dire dans son discours, moi je pense que nous allons perdre du temps pour rien. Ce qui est plus important pour nous, c'est qu'elle ait parlé de la convocation, où elle a parlé des forums. Nous disons dialogue. C'est ce qui est plus important pour nous. Parce que quand vous dites qu'elle a parlé de ce que le peuple congolais réclame et tout ça, qu'elle qualifie même de trop, je ne sais pas, elle dit ça en fonction de quoi. Donc il faut peut-être pas, de mon point de vue, pour l'opposition nationaliste, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle vienne du côté des gens qui estiment que pour éviter la crise, pour éviter les chaos, les catombes à ces pays, il faut nécessairement dialoguer. Donc, les restes de ses propos n'intéressent qu'elle. Et quand vous entrez dans le fond, elle a plus parlé de Congo-Brazzaville. Nous devons justement éviter de tomber dans la situation que vivent nos frères africains congolais d'en face. Ça ne vous gêne pas, il est vrai que chacun doit répondre comme il le veut, mais est-ce que ça ne vous gêne pas la majorité quand une Américaine doit vous rappeler le besoin du peuple que vous dirigez? Non, ça ne peut pas nous gêner. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de conseils. Nous ne vivons pas en vase clos. Nous sommes dans les concerts de la nation, et des nations plutôt, et nous sommes dans la mondialisation. Nous avons besoin de partenaires pour nous aider réellement à quitter l'étape dans laquelle nous trouvons. Quand vous rappelez, ça veut dire que vous l'avez oublié. Donc. Non, non, nous ne devons pas. Je crois qu'un conseil, quand quelqu'un vous prodigue un conseil, ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez vous-même oublié le contenu de ce conseil. Non, ça peut être un rappel. Mais je voudrais préciser une chose. Il y a eu des démissions dans les institutions, que ce soit au gouvernement ou au Parlement. Je crois que ce n'est pas pour autant que quand on a parlé de démissions, ces institutions ont été bloquées. Non, nous avons vu que ces institutions ont fonctionné, que ce soit le Sénat, où une personne est partie sur 7 au bureau, que ce soit à l'Assemblée nationale, où 2 personnes sont parties sur 7, le bureau a fonctionné. Au gouvernement, n'en parlons même pas. Sur une trentaine, il n'y a eu que moins de 10 qui sont partis. Donc, ces institutions ont fonctionné. D'ailleurs, le chef de l'État a dû compléter diligence tous les vides au niveau du gouvernement et même au niveau de 2 bureaux du Parlement. Ça a été fait de manière que nous avons connue. Donc, il n'y a pas eu de blocage. La conférence nationale souveraine, je suis d'accord. Il faut préciser l'opinion en disant que la conférence nationale s'est tenue à son temps dans les contextes bien précis de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte et nous ne devons pas prétendre vider le débat autour de cette étape. Je crois que les points de vue qu'évoque mon co-débatteur sont des points de vue qui peuvent être versés lors du forum. S'il trouve qu'il y a l'un ou l'autre point qui avait été à son temps soulevé dans la conférence nationale souveraine et qui voit encore son pesant d'or aujourd'hui pour être soulevé, soit pour être achevé, il n'y a pas de problème. Les enfants de ce pays se retrouveront, ils devront en parler. Je termine par une chose, s'il vous plaît, c'est par rapport à ce qu'a dit Mme Sarah. Je crois que nous sommes conscients chez nous à la majorité, que le peuple nous exige beaucoup. Ça ne peut pas nous affoler, ça ne peut pas nous intriguer. Nous comprenons que c'est son droit le plus légitime. Le peuple congolais vient de très loin et il a le droit et le devoir de pouvoir nous exiger ce qu'il nous exige. Et nous sommes en train d'y travailler jour et nuit. Mais tout simplement, ce que nous pouvons dire par rapport à son seul point qu'il a résumé, même s'il y en a beaucoup, il dit que c'est le peuple a le droit de forger son propre avenir. Oui, ça c'est connu mondialement et de manière classique, c'est le peuple qui doit forger son avenir. Nous l'avons toujours dit. J'ai toujours rappelé les propos de M. Solon, qui est l'un des précurseurs de la démocratie athénienne, qui disait tous les jours qu'un peuple n'a que ce qu'il veut. Donc ça veut dire que c'est le peuple qui forge son avenir. Je rappelle également en terminant les propos de M. Tahirou Bari, qui est le président du parti Parraine, c'est-à-dire le parti pour la renaissance pour la renaissance nationale de Burkina Faso, qui dit qu'il n'y a pas un avenir personnel pour quiconque sans avenir politique pour tous. Donc l'avenir politique pour nous tous nous intéresse pour que chacun ait son avenir propre. Il y a pratiquement absence ou peut-être que irresponsabilité aussi du pouvoir coutumier quand c'est l'extérieur qui doit venir appeler à vous ce que vous êtes censé faire pour votre peuple. Est-ce que ça vous gêne pas, vous, au pouvoir coutumier? Avant de répondre à votre question, monsieur le journaliste, je félicite mon co-débatteur ici qui m'a rejoint pour ce qui concerne la conférence nationale. Nous devons nous compléter, il faut compléter là où il y a des failles. Mais lorsque vous parlez, lorsque vous demandez que le peuple cherche à forger son avenir,
Comment on peut forger son avenir quand le président de la République fait un effort pour avoir des avions, pour faire quelque chose pour le bien-être de ce même peuple? L'avion arrive, au lieu qu'on trouve un seul drapeau national, nous allons nous trouver devant 1000 drapeaux. On travaille à notre disperser. Vous parlez de quel drapeau? Des Les drapeaux de partis politiques? Non, mais les drapeaux, c'est vous qui nous... C'est ce drapeau-là qui nous embrouille. Attendez. Vous avez parlé des drapeaux de partis politiques? Des partis politiques qui font le tiraillement. Le président de la République est tiraillé par les partis politiques. Vous voyez quelqu'un qui vient avec des avions et vous vous dites que c'est pour moi, PPRD. C'est grâce à nous, PPRD. C'est grâce à nous, X, à nous. Non. Et à ce moment-là, l'opposition dit non, nous n'allons pas saluer, nous n'allons pas accepter l'initiative du président de la République. Laissons ce pays, restons unis comme nous, comme nos ancêtres nous ont laissé. C'est pas l'avion de la majorité. Nous tous, on va prendre cet avion pour aller à l'intérieur. Je crois que... Mais c'est ça, c'est l'avion de tout le monde. Mais pourquoi vous tapez la poitrine? Pourquoi vous, parti politique, vous, majorité, vous voulez dire que c'est grâce à vous que... Non, la question, ça ne vous gêne pas. Par rapport à la question, allez. Monsieur le journaliste, en ce qui concerne le pouvoir coutumier, vous dites bien pouvoir coutumier, c'est un pouvoir constitutionnel. Allez voir l'article 207. C'est un pouvoir constitutionnel. Lorsque vous me parlez de société civile, de partis politiques, ce sont des choses qui viennent compléter la Constitution. Mais le pouvoir constitutionnel, dans ce pays, il y a dualité de pouvoir. Vous avez le pouvoir public et le pouvoir constitutionnel. Mais est-ce que ça vous gêne pas cette proposition? Ces rappels de besoin du peuple? Je condamne tout simplement les tenants de ce pouvoir qui écarte le pouvoir coutumier, qui cherche toujours à impliquer le pouvoir coutumier après avoir comploté contre le peuple et viennent donner le statut au chef coutumier. Ça vous profite. On va prendre une question de fond. Parlons des défis que la sous-secrétaire d'État voudrait bien que ça soit relevé lors de ces forums inclusifs. Les ressources financières pour la CENI, la mise à jour de la liste des électeurs, les calendriers électoraux réalistes et tant d'autres. Alors, comment relever ces défis ainsi cités par la sous-secrétaire d'État à travers ces forums qu'on voudrait bien inclusifs? Maître Camille Richard. Ok, comme j'ai dit tout à l'heure, les souhaits pour les partis travaillistes, l'opposition nationaliste d'une manière générale, est que les dialogues puissent être convoqués. Pourquoi? Parce que c'est au cours de ces assises des concertations, des dialogues, excusez-moi, qu'on pourra parler de tous les problèmes qui font que les choses ne puissent pas marcher. Par là, je rejoins un peu, j'épouse un peu les dires des chefs Mpaka qui dit que les institutions sont bloquées. Mais il a raison de les dire. Parce que nous constatons effectivement que les choses ne marchent pas bien. Il y a des preuves qui les prouvent, qui nous montrent que ce que nous disons par rapport au blocage est réellement vrai. Est-ce que vous pouvez comprendre que les gens qui sont bien positionnés au pouvoir, là je prends les cas des G7, les gens qui avaient des bonnes positions, qui sont aux affaires depuis plus de 10 ans, puissent facilement comme ça partir de leur famille politique? Moi, je ne pense pas que s'il n'y avait pas des choses, je ne soutiens pas leur position parce que nous savons, c'est connu de tous, que le G7 s'est monté et il est dans l'opposition maintenant et il est même contre le dialogue. Les membres des G7 sont partis de la majorité pour des raisons de positionnement. Donc, ils sont en train de voir, ils ont déjà vu quelques signes, ils veulent déjà se positionner pour être les premiers à s'allier aux côtés de celui qui prendra le pouvoir en 2016. Ça, c'est connu de tous. Alors, malgré leur position, malgré leur agenda caché, de manière officielle, ils avancent. Ils sont partis en prétextant qu'ils sont partis parce qu'ils estiment que la majorité en place est en train de tripatouiller, ils sont en train de tout mettre en place pour qu'il y ait un glissement, pour se pérenniser au pouvoir et tout ça. Bon, nous, au niveau de l'opposition nationaliste, nous pensons que nous sommes en démocratie, chacun est libre de s'exprimer à sa manière, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse convoquer les dialogues.
au cours du dialogue, que nous puissions parler nous puissions débattre autour des thèses et des antithèses des autres, afin que nous puissions faire la synthèse par rapport à la question des financements, par rapport au calendrier électoral qui doit être réaménagé. On doit élaguer de ces calendriers tous les scrutins qui ne sont pas opportuns. Nous sommes d'accord qu'il faut qu'il y ait élection au niveau de la base, la démocratie au niveau de la base, que le peuple congolais puisse avoir les représentants du peuple, de l'État au niveau de la base. C'est très important. Ça permet à tout le monde de pouvoir bénéficier des faveurs, des avantages, des informations au niveau de l'État. Mais cela ne peut pas se faire si on va avec les schémas actuels. Il y aura du trouble. Alors, il faut réaménager les calendriers de manière à faire les élections. Quand on dit les élections nécessaires, les élections importantes, les gens de la majorité disent que non, il n'y en a pas des plus importantes que les autres. Non. Pour les cas, je peux finir. Je vais chuter, s'il vous plaît. Je vais chuter, s'il vous plaît. Donc, c'est important de réaménager rapidement. Qu'il y ait dialogue ou pas, ce qui est important. Pour nous, au niveau de l'opposition nationaliste, nous estimons qu'il faut très rapidement réaménager ces calendriers. L'honorable Mwenzi, est-ce que vous voyez même, on vous rappelle l'urgence d'aller à ces forums? Mais qu'est-ce qui vous empêche à la majorité de convoquer carrément ces dialogues? Pourquoi tous ces retards? Pourquoi ça traîne? Non, M. Johnny. Même l'UDPS l'a encore rappelé il y a 2 jours. Il n'y a pas de retard. Est-ce qu'il y a volonté d'aller ou pas? Nous le disons tous les jours qu'il nous faut un dialogue inclusif. Faut éviter... Vous ne convoquez pas, vous les dites, mais sans les convoquer. C'est important, j'ai déjà compris votre question. Et je crois qu'il faut éviter de faire de la précipitation. Nous avons fait dernièrement, c'était en 2013, les concertations nationales. Les gens ont cru que c'était une réussite, mais un peu après, il y a eu des contestations, puisqu'il y a des gens qui ont compris à la fin que les concertations nationales n'étaient pas inclusives. Donc je crois qu'il ne faut pas que l'on verse dans la précipitation. Vous êtes de la presse, vous savez qu'il y a eu des négociations devant préparer ce forum en dehors de ce pays, avec un parti politique important dans ce pays, et que ces pré-dialogues, comme on l'a dit, se sont estompés ou se sont arrêtés. Ça, vous êtes informés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si on convoquait dans les mêmes conditions ce dialogue, nous risquons d'avoir des problèmes. Donc le chef de l'État a la responsabilité de ce qui devra arriver dans ces forums. C'est pour cela qu'il prend tout le temps pour aplanir les différends. Puisqu'en principe, vous savez, quand vous voulez amener tout le monde devant une table de négociation, au départ, les points de vue sont toujours divergents. Ça peut arriver qu'à un certain moment, quand vous ne prenez pas des précautions de convaincre tout un chacun, que vous puissiez arriver soit à des négociations qui sont non inclusives, soit carrément que vous puissiez avoir des négociations ratées alors que l'avenir de ce pays en dépend. Je crois que ce sont des précautions qu'il faut prendre. Il ne peut pas prendre l'initiative, le chef de l'État, d'organiser les dialogues et ne pas convoquer les dialogues. J'ai entendu parler des drapeaux. Ça existe partout à travers le monde. Les partis politiques ont toujours des drapeaux. Vous arrivez aux États-Unis d'Amérique, ce sont des symboles des partis politiques qui sont en principe des faits privés, d'organisations politiques faits privés. Chez les républicains comme chez les démocrates, vous trouverez ça gêne les partenaires. Ça ne peut pas gêner, ça ne peut pas gêner. Je comprends qu'il agit en chef coutumier, peut-être non politique, lui il est détenteur du pouvoir coutumier, peut-être qu'à ce niveau-là ils n'ont pas de drapeau, mais sur le plan des organisations politiques, c'est connu qu'un parti politique doit avoir un drapeau. Regarde, et ça ne lui peut pas un symbole pour... oui, pour et lui par exemple là, déjà sur le plateau, il a un symbole. Et moi je ne peux pas m'en offusquer puisque je le vois avec un symbole. C'est un symbole du pouvoir coutumier traditionnel. Et vous allez en France, la même chose. Les partis socialistes, les PS, c'est la même chose avec l'UMP. Ils ont des drapeaux pour symboliser les partis. Je reviens aux propos importants de Mme Sarah Sewal. Il parle de financement de la CENI. Nous sommes d'accord qu'il faut financer la CENI. Il nous parle de fichier électoral. Nous sommes d'accord que ce fichier est déjà dépassé. Ce fichier électoral. Un fichier qui a existé depuis 2011. Aujourd'hui, 4 ans après, il faut avouer que le fichier ne représente plus la même configuration. Permettez-moi de vous poser cette question. Mais comment relever tous ces défis, il y en a nombreux, tout en respectant le délai constitutionnel de 2016, parce que les États-Unis sont d'accord avec le dialogue. Nous puissions nous retrouver tous comme un seul homme pour nous parler. Quand nous allons nous retrouver pour parler, nous Congolais, dans ce dialogue politique, nous allons pouvoir nous exprimer. Puisqu'il ne faut pas que l'on croie que des solutions magiques doivent venir de l'extérieur. Non.
Ce dialogue politique doit être convoqué pour ça. Même si à tout à l'heure, vous venez de dire qu'il faut le convoquer. On doit le convoquer pour solutionner ce genre de problème. C'est-à-dire, voir d'un côté, qu'est-ce que nous disposons comme temps aujourd'hui au Congo pour arriver au délai constitutionnel, mais aussi voir de l'autre côté, quels sont les moyens à notre possession pour pouvoir organiser les élections. Je termine s'il vous plaît, c'est important. Je vais chuter. Je termine par une chose importante. Je crois qu'on ne fait pas le débat sur le G7. Les G7 ont appartenu autrefois à l'ANP et que les G7 ont décidé de partir, j'entends bien avec satisfaction qu'il s'agit d'un positionnement politique. C'est vrai, chacun a le droit de se positionner politiquement, mais ça ne veut pas dire que ça fait un blocage. Non, ça ne fait pas le blocage. C'est aussi ça le droit légitime de tout opérateur politique d'appartenir à une plateforme, à une famille politique de son choix. Très bien. Le chef Paka, est-ce que c'est possible d'aller à ces forums inclusifs et relever les défis prévus sans occasionner les reports des élections prévues en 2016, avec le temps qui nous reste? Je vais répondre à votre question. Mon co-débatteur compare le problème des drapeaux avec ce qui se passe ailleurs. Mon frère, allez là où vous aviez cité aux États-Unis. Allez voir la vie que la population, que les Américains mènent avec ces multitudes de drapeaux. Allez en France, allez n'importe dans quel pays. Ils manifestent la joie. Mais vous, lorsque vous donnez au peuple congolais le drapeau pour aller manifester, c'est pour aller manifester la misère. Non, la joie d'avoir obtenu l'avion. Attendez. L'argent là qui va entrer. Vous voyez quelqu'un de chez moi en Gouno, avec quel argent il va entrer dans ce drapeau? La question. Laissez-moi. Donc je dis, et ce drapeau là, quand vous arrivez dans un village, je dis, une contrée ancestralement organisée village, vous allez trouver 3-4 drapeaux. Et le chef du groupement, le chef coutumier de ce village-là, on ne le fréquente plus. Chaque parti a son chef. Là où le drapeau se trouve, c'est là où les gens se réunissent. Vous aviez divisé ce peuple parce que vous comparez l'incomparable. Revenons à la question. Par rapport à la question. Vous avez une question en souffrance, chef. Je vais arriver. Donc, ne comparez pas le Congolais à un Américain. Vraiment, c'est malheureux. Et puis, vous aviez lu ici, il y a madame qui a parlé de financement. Vous-même, Congolais, lorsque vous aviez fait la répartition des ressources financières, vous êtes partagé cet argent. Échelon national, échelon provincial, l'échelon coutumier. Qu'est-ce que vous aviez laissé? Je vais répondre maintenant. Pour le chef coutumier, on vous comprend. Donc, je vais répondre. Donc, c'est pour vous dire que vous travaillez dans le vide. Il n'y a rien dans ce Congo. Vous voulez tout simplement venir amuser le peuple congolais. Comment relever ces défis? Donc, posez votre question. Les défis ainsi rappelés par madame la sous-secrétaire d'État, sans toutefois occasionner les reports des élections en 2016. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Mais vous savez, ce problème ne le posez même pas à un chef coutumier. Parce que vous aviez étudié avec l'argent des chefs coutumiers. On vous a envoyé pour venir nous donner le bonheur. Vous êtes venu nous donner la misère. Vous aviez mis les chefs coutumiers et leurs enfants. Et ici, dans ce pays, vous avez les Congolais célibataires. Donc, on ne paye pas les allocations familiales. On ne paye pas le logement. On va prendre peut-être la dernière question. Alors, poser cette question aux représentants de PPRD. Il va vous répondre. On va prendre de l'opposition. Ils vont vous répondre. On va prendre la toute dernière question. C'est quand même une révélation aussi. On voudrait bien avoir la confirmation de la classe politique représentée ce soir que les États-Unis financeraient aussi le parti politique dans notre pays. La sous-secrétaire d'État l'a dit aussi. Nous décaissons nous avons décaissé plus de 62 millions de dollars pour financer un éventail d'initiatives comprenant de l'aide aux partis politiques pour leur permettre de mieux atteindre l'objectif de représenter tous les citoyens congolais au niveau du scrutin. Donc quand vous proposez, vous avez vos candidats pour aller aux élections, les États-Unis a débloqué une somme pour financer vos partis. Il y a aussi un appui à la société civile pour la sensibilisation des électeurs sur leurs droits et leurs responsabilités et une formation en faveur des observateurs. Est-ce que
les partis politiques sont représentés ce soir, même la société civile et le pouvoir coutumier. C'est vrai que vous recevez, vous êtes financé par les États-Unis parce que la sous-secrétaire d'État l'a dit dans son discours, c'est déjà 62 millions de dollars qu'on a débloqués pour financer vous, le parti politique. Le peuple vous suit. Ok, pour ce qui concerne les partis travaillistes, nous avons déjà donné la charge à quelques camarades pour pouvoir se renseigner sur cette question-là. Parce que nous sommes dans un pays où il se passe beaucoup de coups bas, on ne sait jamais, peut-être que ça arrive réellement, mais c'est vraiment une information pour nous. Nous avons mis des camarades pour essayer de s'informer, très bien s'informer, c'est ça, sur ça, oui. Nous ne faisons pas partie de ces partis politiques-là. Alors, nous ne doutons pas non plus à ça, parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, depuis, ça fait combien d'années que la majorité en place bloque la question de faire organiser les choses de manière à mettre officiellement un porte-parole de l'opposition. On ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça va permettre à l'opposition de s'organiser. Ça plaît à la majorité en place de nous voir être dans des oppositions. Comme ça leur profite. Quand nous, on est un peu dans quelques questions qui nous divergent, alors ça leur fait plaisir. Donc on ne sait jamais, nous sommes en train d'enquêter là-dessus et nous aurons des informations. La loi quand même prévoit, je crois, au ministère de l'Intérieur, que le parti politique puisse bénéficier d'une subvention, je ne sais pas, pour peut-être l'éducation civique. Je ne sais pas la loi avec moi, je sais qu'il y a une loi quand même qui demande à l'État de financer le parti politique. Mais pourquoi ce n'est pas fait? Est-ce que vous aussi vous recevez l'argent des États-Unis pour vous fonctionner? Non. Vous avez parlé d'abord des partis politiques. Et même la société civile. Oui, aussi. Entendez, société civile. Vous n'avez pas parlé de pouvoir coutumier. Et je vous dis que parti politique, c'est pour s'organiser, c'est pour fabriquer des drapeaux, c'est pour diviser le peuple congolais. Et la société civile, c'est pour préparer l'ascenseur pour atteindre le parti politique. Posez-vous, regardez, observez ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Mais c'est l'émanation de choses, ils viennent de la société civile, la plupart. Ils ont commencé là-bas. Et vous n'aviez même pas vu là, vous n'aviez pas cité le pouvoir coutumier. C'est-à-dire que le pouvoir indirectement, la société civile, indirectement le pouvoir coutumier. Pardon? Quoi? La société civile, indirectement. Avez-vous déjà vu un enfant aller entrer dans le ventre de son fils? Le pouvoir coutumier, c'est un pouvoir à l'instar du pouvoir public. Il y a dualité de pouvoir. Allez lire l'article 207. On va le lire avant qu'on se termine. Oui. Mais l'honorable Dieu, donnez-moi. Est-ce que vous n'êtes pas responsable si le parti politique doit être financé de l'extérieur en lieu place de subventions prévues aussi par la loi, comme même si on n'a pas de précision? Et dites-nous, est-ce que le PPRD aussi fait partie de ce parti-là qui bénéficie de l'argent des États-Unis, dont les 62 millions débloqués récemment? Je confirme tout de suite qu'il y a une loi sur le pouvoir coutumier. Donc, mon co-débatteur ne doit pas s'offusquer pour ça. Il y a une loi qui régit le pouvoir coutumier, dont le pouvoir en place a songé à cela. Il y a également une loi sur le financement des partis politiques. C'est une loi qui existe. Si ce n'est pas encore d'application aujourd'hui, c'est peut-être un problème simplement des modalités. Et je confirme également que les drapeaux ne peuvent pas diviser la population. Si j'ai parlé des autres pays, j'ai comparé l'existence des drapeaux par rapport à d'autres pays et non comparer les habitants des États-Unis, de la France par rapport aux Congolais. Non, je ne peux pas le faire. Je sais qu'il s'agit des peuples tout à fait différents. Mais j'entends parler de l'opposition qui n'a pas de porte-parole à cause de la majorité. Non, je crois qu'il faut éviter de se faire prévaloir de ses propres turpitudes. Ce qui est vrai, c'est que l'opposition fonctionne dans notre pays de la manière que nous connaissons. Je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui. Le co-débatteur membre de l'opposition, il peut nous dire. Je sais du moins qu'il y a une opposition qui s'appelle républicaine, il y a une opposition qui s'appelle citoyenne, il y a une opposition qui s'appelle nationaliste, des manchins. Il y en a plusieurs. Vous comprenez que dans ces conditions, quand on n'est pas harmonisé, il a dit lui-même
que non, la majorité doit continuer à se plaire du fait que nous nous sommes divisés sur certains nombres de points. Donc faites un effort pour vous accommoder sur un certain nombre de points et converger dans le même sens. Vous verrez que la majorité ne le fera pas. Puisqu'un peuple uni, il ne peut pas être divisé. Le PPRD est aussi financé par les États-Unis. Le PPRD n'est pas financé par les États-Unis. Je viens d'apprendre l'information d'ailleurs depuis hier. Je crois que nous sommes en train tous de faire des investigations, mais je suis en train de m'interroger puisque l'extérieur a toujours l'habitude de dire, de tenir ce genre de propos. Est-ce qu'ils ont donné ça en espèces ou en nature? Mais ça peut arriver puisque quelque part j'ai entendu parler des formations, d'éducation civique. Ça peut arriver que ce soit un financement qui est accordé à des organisations pour appuyer les élections. Ça ne peut pas être confondu avec des espèces sonnantes que l'on donne à un gouvernement, qu'on donne aux partis politiques. Mais je suis toujours personnellement opposé à ce genre de financement. Vous savez, les élections, c'est d'abord un problème de souveraineté. Je ne suis jamais d'accord que les partis politiques soient financés par l'extérieur. Puisqu'à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Comme vous le savez, la main qui donne, elle est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Quand les partis politiques au niveau national commencent à recevoir des financements de l'extérieur, vous comprenez vite que nous allons perdre la souveraineté et nous risquons d'avoir des dirigeants qui risquent d'être choisis par les mêmes étrangers qui nous donnent les financements. On va attendre le résultat de l'enquête que les uns et les autres menaient autour de cette révélation de la sous-secrétaire d'État américaine qui a confirmé que son pays aurait déjà débloqué 62 millions. Mais mon parti ne reçoit rien des États-Unis, je l'ai confirmé. Pour les accompagner aux élections et puis à la société civile pour la sensibilisation des électeurs que nous ne voyons peut-être pas aussi au pays. On vous retrouve le jeudi prochain. Je rappelle que ce soir on recevait avec beaucoup de plaisir Maître Kalele Malobo Kami Richard. Il est secrétaire général du Parti travailliste, membre de l'opposition nationaliste et de la NCPS. Chef Mpaka, député provincial coopté de l'ex-province du Bandoudou, président national de l'ordre divin de l'autorité traditionnelle. Et enfin l'honorable Dieudonné Mouendé, communicateur de la majorité présidentielle, membre du Conseil national du PPRD. On vous remercie. On vous retrouve le jeudi prochain avec le même plaisir. On peut se saluer. Merci, M. John.